Bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre présence et merci pour l'organisation de cette journée dédiée à la recherche scientifique à l'UPF. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui porte sur le vieillissement de la population et ses enjeux en Polynésie française, avec une approche sociologique qui est donc ma discipline de rattachement à partir d'une enquête en cours. Et je précise que je suis postdoctorante à la Maison des sciences de l'homme dans le cadre du programme de recherche sur les violences familiales, qui est dirigé donc par Loïs Bastide, qui est maître de conférence ici à l'UPF. Donc cette présentation, elle va s'articuler autour de 3 points principaux. Le premier qui revient sur les grandes lignes du vieillissement démographique en Polynésie française, mais de manière en fait très succincte. Le deuxième point qui sera sur la prise en charge des personnes âgées sur le territoire avec la construction d'une politique familialiste de la vieillesse en Polynésie. Et enfin, on s'attardera de manière beaucoup plus longue sur le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et le lien que l'on peut faire avec les violences familiales qui sont répertoriées par les services sociaux sur le territoire. Donc, comme vous le savez, en Polynésie française, le nombre de personnes âgées a presque doublé en 20 ans, si l'on en croit les données de l'ISPF. Et la part des personnes âgées croît de manière continue depuis plusieurs décennies, notamment depuis les années 80. Et il existe ainsi une dynamique de vieillissement démographique qui aboutit progressivement à une inversion de la pyramide des âges sur le territoire. Donc en général, on attribue ce vieillissement démographique à la combinaison de 2 autres facteurs qui sont en réalité ici simplifiés parce qu'il y a d'autres, l'ISPF mentionne d'autres facteurs, mais les 2 principaux sont l'augmentation de l'espérance de vie et le deuxième, la baisse du taux de fécondité. Alors, dans ce contexte, la prise en charge des personnes âgées en Polynésie française au cours des dernières années a principalement été construite sur la base d'une politique familialiste, c'est-à-dire que le maintien à domicile des personnes qui sont âgées de 65 ans et plus constitue aujourd'hui le modèle dominant. Et le plus souvent, les personnes âgées, elles vivent au sein de maisons familiales où cohabitent donc plusieurs générations, dits ménages élargis. Et donc, selon les dernières données de l'ISPF, seulement 13% des seniors vivent seuls sur le territoire, alors que par exemple en métropole, ce chiffre est à 31%. Donc souvent, en fait, la politique familialiste de la vieillesse est associée à une manière de réduire l'isolement social des personnes âgées. La construction de cette politique familialiste de la vieillesse, elle passe notamment par la mise en place de différents dispositifs de soutien aux familles dans la prise en charge de leurs aînés, Matayapo. Et l'exemple le plus récent, c'est la mise en place du dispositif de l'aidant féti en 2019, qui consiste à attribuer une aide forfaitaire de 50 000 francs sur critères sociaux à l'unique membre d'une famille qui est désigné à l'accompagnement quotidien d'un parent âgé en perte d'autonomie. C'est-à-dire que dans chaque famille, il ne peut y avoir qu'une personne désignée comme aidant féti. Donc il existe plusieurs conditions pour l'attribution de cette aide. Alors sans revenir sur toutes, elles sont au moins à 5, 6 et puis surtout elles changent en fonction des cadres juridiques en vigueur puisqu'en fait c'est une aide qui est soumise à des révisions régulières dans les textes qui l'encadrent. Et donc l'une des modalités, l'une des conditions... Vous m'entendez bien ? L'une des conditions importantes, c'est que l'aidant, qui doit avoir plus de 18 ans, s'engage, après validation d'attribution de l'aide, à participer aux ateliers de sensibilisation qui généralement sont organisés par les communes, et à assister également aux ateliers d'accompagnement organisés notamment au sein de la formation au CFPA, au cours de laquelle il s'agit d'aborder des thèmes tels que la préparation des repas, l'hygiène corporelle et le maintien du lien social au quotidien, avec un aspect également sociologique et pas seulement dédié aux soins du corps. Donc les questions qu'on s'est posées dans le cadre de cette enquête, qui en fait a commencé en janvier dernier, c'est comment les familles polynésiennes s'organisent-elles face à la vieillesse et à la perte d'autonomie d'un parent. Donc comment on fait pour désigner qui va s'occuper du parent âgé, comment on organise les ressources, etc., les ressources économiques notamment, et quelle est l'expérience vécue au quotidien par les personnes qui sont chargées de s'occuper d'un parent âgé en perte d'autonomie. Donc je vais vous dire peut-être quelques mots de présentation de l'enquête en cours. C'est donc une enquête sociologique sur les violences intrafamiliales envers les personnes âgées et ou en situation de handicap en Polynésie, sachant que ces 2 catégories populationnelles, personnes âgées et personnes en situation de handicap, généralement elles se recoupent beaucoup puisque l'avancée en âge produit différentes formes de pathologies, d'invalidité, etc. Donc c'est une recherche qui est cofinancée par la Maison des sciences de l'homme du Pacifique et la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité.
Cette recherche, elle s'inscrit plus largement dans le cadre du programme de recherche qui est intitulé Violences familiales et changement social en Polynésie. Je l'ai indiqué tout à l'heure en introduction, qui est donc sous la direction scientifique de Loïs Bastide. On a actuellement 4 post-doctorants au sein de ce programme. Et d'un point de vue scientifique, il s'agit de contribuer à construire une sociologie de la famille en Polynésie française, qui n'existe en réalité pas vraiment dans l'état actuel. Et l'enjeu principal de cette sociologie de la famille, ce serait de saisir les dynamiques sociales à l'œuvre dans les familles polynésiennes, dans le contexte de transformation sociale rapide et profonde, notamment depuis les années 80, en évaluant leur impact sur les relations de parenté. Comme je le disais tout à l'heure, l'avancée en âge, elle produit plusieurs formes de perte d'autonomie, une perte d'autonomie qui est d'ailleurs progressive, plus ou moins progressive selon les individus, avec l'acquisition à des degrés variables de déficiences physiques, voire cognitives, qui placent les individus âgés dans un rapport de dépendance accrue à leur famille. Donc on s'intéresse à la vieillesse dans le cadre de cette enquête en tant qu'expérience sociale vécue, qui affectent les relations familiales dans leurs différentes dimensions, qu'elles soient domestiques et quotidiennes, donc d'organisation quotidienne, économique et symbolique. Et donc, dans l'enquête, on prend en compte une diversité de situations et une pluralité d'expériences familiales face à la vieillesse, en essayant de faire varier les conditions socio-économiques des familles. L'objectif principal, en fait, c'est de documenter et de comprendre les types de violences familiales qui se déploient en Polynésie française envers ces catégories spécifiques de la population, donc les personnes âgées, dans un contexte où il existe en réalité peu de connaissances disponibles sur ce thème. Donc l'enjeu est de donner d'une part une meilleure visibilité à ces faits sociaux et d'autre part une meilleure lisibilité sociologique, comment interpréter leur survenue dans le contexte contemporain en Polynésie. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une enquête qui est difficile à mettre en œuvre, notamment en termes d'accès aux données. 3 difficultés principales ont émergé au fur et à mesure de la collecte des données. La première, c'est l'invisibilité des violences envers les personnes âgées et notamment en situation de handicap, puisque les violences envers les personnes âgées et handicapées sont moins visibles et peut-être également plus tabou que les autres types de violences familiales en Polynésie française. Alors pour comparaison, par exemple, le thème des violences conjugales apparaît régulièrement dans les médias et est reconnu comme un problème public devant faire l'objet d'un traitement institutionnel, associatif et gouvernemental. Et on le ressent au moment de faire des entretiens avec les personnes, avec les familles, qui parlent beaucoup plus spontanément des violences conjugales et beaucoup moins spontanément des violences envers les personnes âgées. Donc cette invisibilité des violences envers les personnes âgées, sur la scène publique notamment, s'ajoute à la difficulté de leur diagnostic, notamment dans le champ médical, s'agissant notamment de populations qui sont fragilisées et qui sont davantage exposées aux accidents ordinaires et domestiques. Donc il est difficile parfois de distinguer les types de violences dont elles font l'objet. Avec cet extrait d'entretien d'un médecin spécialiste en neurologie qui a donc souvent affaire à des patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou de maladies neurodégénératives et qui dit donc que ce sont des patients dont les capacités cognitives sont altérées. Donc il y en a qui peuvent avoir des troubles psychiatriques avec des vécus persécutoires qui font que ce dont ils se plaignent est peut-être vrai, mais pas nécessairement. Donc dans quelle mesure prendre en compte leurs témoignages. Et ça, c'est une difficulté auxquelles les services sociaux sont également confrontés. Donc pour aller faire des signalements, je n'ai pas de souvenir d'avoir fait des signalements pour aucun. Et pour les personnes âgées, ce n'est pas facile de le savoir. Ce sont des patients qui tombent, qui ont des troubles de l'équilibre et qui souvent chutent. Alors la deuxième grande difficulté de cette enquête, c'est l'ineffabilité des violences envers les personnes en situation de dépendance en général. D'une part, parce que la vieillesse et certains types de handicap altèrent les capacités communicationnelles et cognitives, qui font que c'est difficile de déposer un témoignage. Et la situation de dépendance contribue à amoindrir les possibilités d'exprimer une plainte face à une expérience de violence. Ça tombe assez sous le sens. Et d'autre part, du côté des autres membres de la famille, en particulier du côté des aidants familiaux, il existe une injonction morale au maintien à domicile des ascendants sur le territoire qui amène à réprimer certaines plaintes éventuelles quant aux difficultés vécues au sein des foyers familiaux sur le territoire, ce qui se présente comme un événement, comme un élément supplémentaire au caractère inexprimable ou difficilement dissible des violences envers les personnes âgées sur le territoire. Et enfin, de manière un peu plus rapide, la troisième difficulté, ce sont évidemment les barrières juridiques d'accès aux données sensibles, puisqu'en fait,
les documents auxquels on pourrait avoir accès, outre les entretiens que l'on fait directement avec les gens, ce sont les fiches de signalement de violence, les dossiers d'enquête psychosociale et les dossiers d'expertise médicale, qui sont des documents qui se trouvent sous la protection du RGPD, donc du régime général de protection des données. Et donc, dans le cadre de notre enquête, on a adressé une note d'information au ministère de la Famille et des Solidarités dans le but d'obtenir, d'avoir accès à ces documents, en tout cas aux fiches de signalement de violence, ce qui nous a été accordé. Donc, toute la deuxième phase de l'enquête va pouvoir analyser tous les dossiers sociaux qui concernent les violences envers les personnes âgées. Alors, d'un point de vue méthodologique, la première phase de l'enquête, elle cherchait en fait à développer une approche qualitative qui croisait différentes méthodes. L'enquête, elle articule en fait aux méthodes de terrain qui sont assez classiques en sociologie, donc la réalisation d'observations sur site. Je reviendrai tout à l'heure dessus. La consultation des dossiers d'enquête sociale et la documentation autour de matériaux journalistiques et de textes juridiques. Donc pour le moment, on est environ à 50 entretiens de type semi-directif qui ont été réalisés au cours de la première phase de l'enquête. Ce travail il a été fait pour la plupart avec différents acteurs du travail social, médical, psychosocial sur le territoire et également auprès des familles directement. Le deuxième type de données sont donc, je le disais, la réalisation d'observations sur site, notamment au sein des unités de vie et auprès des accueillants familiaux, avec pour but d'approcher les réalités qui sont vécues par les populations étudiées, en accédant à une série de parcours de vie et une diversité de contextes familiaux et en essayant de faire des entretiens biographiques notamment. Et le dernier ensemble ou sous-ensemble méthodologique, c'est donc la constitution d'un corpus documentaire avec les données de la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité, de l'ISPF et des textes juridiques et également de presse qui ont été accumulés au cours des dernières années, voire décennies. Donc on s'est intéressé à la violence dans ses manifestations concrètes et physiques, c'est-à-dire des coups, des blessures, des traitements corporels nuisibles, mais également en ce qu'elle s'insère plus généralement dans des types spécifiques de traitements familiaux envers les personnes âgées en perte, ayant perdu leur autonomie. Donc la première phase de l'enquête, elle a permis de répertorier 3 principaux traitements familiaux violents: l'enfermement des personnes âgées, le délaissement des personnes âgées au sein des foyers ou leur expulsion. Leur expulsion, on le verra tout à l'heure, elle peut s'articuler en fait avec différents niveaux d'exclusion. Ça peut être une expulsion du domicile, mais ça peut être aussi le cantonnement à une pièce particulière au sein du domicile, donc une exclusion socio-spatiale, mais qui ne se manifeste pas par une expulsion dans la rue, par exemple. Donc les premiers résultats de l'enquête, c'est qu'il existe une spécificité des violences familiales vécues par les personnes âgées. Et ces violences, elles se distinguent de celles qui sont observées dans le cadre du couple, par exemple, avec le stéréotype de coups passionnels, mais également elle se distingue des violences que l'on voit dans le rapport parent-enfant, qui est souvent amené à des types de violences dites pédagogiques ou liées à la discipline en tout cas. Donc on a pu dresser cette typologie des traitements et une caractérisation autour de ces 3 notions, l'enfermement, le délaissement, l'expulsion, en voyant qu'elles étaient en fait 3 modalités selon lesquelles les familles se chargeaient ou se déchargeaient des personnes en situation de dépendance et de parents âgés. La difficulté qu'on a au sein de l'enquête, c'est de pouvoir quantifier en fait ces violences pour voir dans quelle mesure elles sont plus ou moins présentes dans la société polynésienne par rapport à d'autres sociétés, par exemple. Pour le moment, donc, on a surtout accès à des données qualitatives, à des descriptions de contextes familiaux, etc. Donc quelques mots sur l'enfermement. L'enfermement par leur famille des personnes âgées ayant perdu leur autonomie, elle prend souvent la forme d'une contention de la personne âgée malade lorsque cette dernière est devenue ingérable ou que son état de santé implique une charge de surveillance continue et trop lourde. Donc l'enfermement permet de diminuer cette charge mentale et cette charge de travail au quotidien. Je passe assez rapidement parce qu'en fait ce qui m'intéresse surtout c'est de développer la partie sur le délaissement. Mais quelques mots avant ça sur l'expulsion, donc l'acquisition d'un handicap au cours de la trajectoire et de l'avancée en âge implique une fragilisation, voire une rupture du lien social, notamment au sein de la famille. Et donc l'expulsion hors du foyer familial constitue une des modalités de fragilisation, voire de rupture du lien au sein des foyers.
elle ne se limite pas exclusivement à une logique de rejet familial de l'individu déficient ou en perte d'autonomie, ce qu'on a remarqué au cours de l'enquête, et Yasmina en parlera peut-être plus tard dans son intervention sur les populations en situation de rue, c'est que les personnes âgées sont souvent amenées également à se mettre elles-mêmes en situation de rue pour échapper à des contextes familiaux au sein desquels elles sont sous pression pour différentes raisons, notamment pour des raisons de captation des pensions de retraite. Donc finalement, se mettre soi-même à la rue pour une personne âgée peut parfois être une manière de conserver une part de liberté sur son propre capital économique. Enfin, donc, la dernière forme de traitement familial des personnes âgées lorsqu'on s'intéresse à la violence, c'est le délaissement des personnes âgées par les familles, qui revient comme l'une des premières formes de violence d'après les services sociaux envers les personnes âgées. Donc, les termes qui reviennent quand on épluche en fait les dossiers d'enquête sociale, ce sont les termes de négligence, défaut d'hygiène et de soins, privation de soins ou d'aliments, voire atteinte à la dignité, donc le fait de ne pas laver une personne âgée et de la laisser par exemple plusieurs jours sans soins corporels. Donc ces différentes catégories constituent les principales occurrences de signalement de violence envers ces populations. Et ces formes de traitements familiaux ordinaires entrent sous un même registre qui est celui d'un délitement plus ou moins lent du lien entre la famille et la personne en perte d'autonomie, qui se manifeste par le fait qu'on s'en occupe de moins en moins, au fur et à mesure qu'elle avance dans l'âge. Et dans la mesure où ils ont des effets directs sur les corps qu'ils engagent et qu'ils engagent la vie, dans la dénutrition par exemple, ça c'est un autre cas qui est revenu plusieurs fois. Donc ces traitements familiaux diffus dans l'ordinaire des vies domestiques peuvent être compris comme des formes de violence passive par opposition à une violence par coup. Donc parmi les différents cas rencontrés, pour vous donner un exemple un peu précis, parmi les différents cas rencontrés lors de l'enquête, on peut mentionner celui d'une femme. Alors tout est anonymisé. On l'appellera Marie ici, donc qui est une femme polynésienne âgée de 80 ans, qui habite la presqu'île de Tahiti et qui est accueillie en 2017 au service des urgences de l'hôpital de Taravao, et qui, suite à une perte de connaissance survenue à son domicile familial, où elle est jusqu'alors gardée par ses descendants directs, donc ses enfants. Donc les diagnostics médicaux indiquent qu'elle est en état de sous-alimentation, de malnutrition grave, et effectivement ce sont des types de cas qui reviennent également de manière assez fréquente. Donc, les premiers résultats de l'enquête montrent que dans certains contextes, le maintien à domicile et la cohabitation familiale se font parfois au détriment des personnes âgées, comme on vient de le voir, mais également au détriment des familles elles-mêmes, et notamment au détriment des personnes qui sont désignées comme aidants et aidantes, et sur lesquelles souvent les autres membres de la fratrie se déchargent pour les tâches. Donc là encore, c'est anonymisé. Je vous ai mis un extrait d'entretien qui a été réalisé il y a quelques mois, dans le cadre de cette enquête, avec une femme de 48 ans qui s'appelle Moana, qui est fille de commerçant, cadette de sa fratrie. Donc elle est précédée de 4 frères biologiques directs. Et elle est issue d'une famille d'origine chinoise et catholique qui est installée dans les îles sous le vent depuis 2 générations, pour vous donner un peu le contexte biographique. Et donc elle s'occupe de sa mère âgée de 89 ans qui est en perte d'autonomie et qui vit. Et donc Moana vit seule avec cette dernière depuis le décès du père de famille. Et donc, elle m'explique que le fait de s'occuper de sa mère n'a pas été un choix pour elle. Comme papa est décédé, je pouvais pas. Enfin, c'est tombé sur moi parce que, entre guillemets, c'était évident pour les 4 grands frères parce que je suis la petite dernière. Donc, un des résultats de l'enquête, c'est que on voit en fait que le rôle d'aidant revient souvent au même type de personnes, donc ou alors au sein d'une fratrie, la personne qui n'aura pas encore d'enfant ou qui ne sera pas en concubinage, ou bien également les personnes qui sont homosexuelles, ou bien souvent, mais ça dépend des contextes familiaux, les cadets. Alors évidemment, la réalité et ces réalités sont imbriquées avec d'autres problématiques, notamment les questions d'héritage familiaux, d'héritage foncier, etc., sur lesquelles je ne m'attarderai pas beaucoup pour cette présentation. Quelques éléments de conclusion.
Le vieillissement de la population et la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie constituent donc un enjeu social, politique et économique aussi important pour la Polynésie française contemporaine, mais c'est un sujet qui reste tout de même peu documenté jusqu'à présent. Donc aujourd'hui sur les territoires, les possibilités d'accueil en établissement spécialisé demeurent limitées. La prise en charge des personnes âgées dépendantes relève ainsi surtout des solidarités familiales. L'intérêt de l'enquête sociologique en cours est qu'elle permet de documenter comment la prise en charge des personnes âgées par les familles en Polynésie française peut aboutir à une surcharge de travail familial et domestique. Et je terminerai en fait sur l'horizon de cette recherche et de cette enquête qui est en cours et qui a normalement encore 1 an avant son aboutissement final. L'horizon actuel est de tester l'hypothèse suivante de la corrélation en fait, entre la surcharge de travail familial qu'implique l'accompagnement dans l'avancée en âge due à la politique familialiste de la vieillesse en Polynésie et les violences répertoriées par les services sociaux polynésiens concernant les personnes âgées et dépendantes en Polynésie française. Et je pense que je terminerai sur ça pour avoir peut-être quelques minutes pour les questions. Merci.